Mon invité cette semaine voulait d'abord être prêtre, avant de trouver une manière plus originale de communiquer avec l'au-delà, en décidant de consacrer sa carrière à faire parler les morts. J'ai le bonheur de recevoir Philippe Boxeau, médecin légiste belge et auteur de plusieurs best-sellers qui cartonnent présentement dans la francophonie. Bonjour Philippe. Bonjour Hugo. Est-ce que Philippe, on se vous voit ça et soyez très à l'aise? Non, moi je tutoie. On se tutoie? Oui, j'ai beaucoup de difficultés à vous voyer. Bon, ben, c'est réglé. Ouais. Et ça va être plus... De toute façon, on est rendu à un autre niveau. On est rendu à la petite bière. Ça fait 15 minutes qu'on se connaît et on trinque. J'aime bien la bière. Je suis belge. Et c'est le pays de la bière aussi. C'est vrai, mais est-ce qu'elle est bonne, la bière Urbania? Oui, elle est bien. Oui. Ouais. On avait de la misère avec la mousse un peu, mais tu sais, on n'a pas... Ça, c'est l'appareil qui est pas bon, mais la bière est bien. La bière est bien. Il n'y a pas une heure pour ça? Parce qu'il y a quand même... Faut le dire, il est tôt, là. Il est 10h du matin. Ça va. Ouais. C'est léger. 10h du matin, c'est le pré-apéro. L'apéro va venir vers 11h. Ouais. Et puis, de toute façon, moi, je suis en décalage horaire. Tu sais, chez moi, là, maintenant, il est 4h de l'après-midi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce qui t'amène au Québec? Eh bien, j'ai écrit des bouquins. Ouais. En français. Et ces bouquins qui sont parus en Belgique, qui ont eu beaucoup de diffusion en France, puisque on a atteint 1 million de ventes sur sur les 3 bouquins que j'ai faits. Ouais. Et il y a une maison québécoise, Les Malins, qui a saisi l'opportunité de publier ici au Québec. Donc, je suis là pour eux. Oui, puis ils ont bien fait. C'est une bonne occasion parce que... Ouais, et puis ils sont super sympas dans cette maison. C'est vrai. Marc-André est vraiment top. J'adore. Oui, c'est vrai qu'il est gentil. Vous allez bien vous entendre, j'en doute pas. Oui, c'est un fait. Ça se passe bien jusqu'ici, la tournée? Très, très bien. OK. Mais à Québec, c'est super sympa. Il fait beau. Il a un peu plus hier. Je suis fait rincer, mais en Belgique, on a l'habitude. C'est parfait. C'est pas une première, là. Non. Je suis venu en 1997 pour un congrès mondial de droit médical où je parlais. Ouais. Je suis venu ici. Vous êtes de la visite rare, de la visite prestigieuse, mais vous vous faites un peu éclipser par le roi Charles. C'est pas trop déçu? Non, je crois qu'on n'a pas le même public, lui et moi. Non, c'est vrai. C'est un euphémisme, le succès monstre, tantôt. Tu l'évoques rapidement, avec 1 million de ventes, mais je veux dire, c'est quand même en peu de temps. Il y a des balados qui ont cartonné aussi, qui ont attiré l'attention sur toi, avec, je pense, une dizaine de millions de vues. Et c'est carrément comme ça que ça a commencé. Ça a commencé parce que j'ai fait un podcast pour la RTBF, c'est la télévision belge. Ouais. J'ai fait un podcast qui a été vu 10 millions de fois. Faut savoir qu'on est 11 millions en Belgique, donc c'est vraiment pas mal du tout, c'était pas prévu. C'est un petit podcast où je racontais 3 histoires qui sont dans ce livre-là, dans le premier. Et ces 3 histoires que je raconte, c'est des histoires vraies, toujours, toutes les histoires que je raconte sont vraies, sauf que je romance. Donc le fond médico-légal est vrai, mais l'histoire tout autour, elle est romancée parce que j'ai pas envie que les gens... Bon, le mort, il va pas se retrouver, il est mort. Mais la famille, j'ai pas envie qu'elle retrouve ça. J'essaie de faire attention à ça. Et donc, j'ai un éditeur, Dimitri Kennes, qui m'a contacté en me disant, plutôt que de raconter vos histoires comme ça, vous pourriez les écrire. J'ai dit, écoute, j'ai jamais écrit de ma vie, moi. Je fais des rapports médico-légaux, mais ça, c'est des PV de police, hein. C'est pas de la littérature. Donc, j'ai essayé. Il m'a un petit peu corrigé, il y avait des trucs qu'il fallait changer, les temps, enfin, il y a des trucs qu'il fallait changer. Ouais. Je l'ai fait, et ça a donné ce bouquin-là, c'est le premier. Il est sorti en 2022, en Belgique, celui-ci. Ouais. Et puis, on a sorti un deuxième, celui-là en 2023, puis 2024, et puis il y en aura en 2025. Et puis, il y en aura pas en 2026, et puis il y en aura encore un en 2027, normalement, et voilà. Normalement, j'aurai fini. À environ 1 million de ventes pour les 3 et ça continue. Là, il va y avoir probablement une autre lancée au Québec avec le second souffle que la maison d'édition va faire. On a bien reçu au Québec, on va revenir. Et oui, puis je peux dire, pour un néophyte, ça fonctionne, là. Tu sais, je veux dire, la plume est là. T'es un redoutable conteur. C'est très bon. Je trouve que c'est pas non plus dans le sensationnalisme. C'est au contraire, c'est plus sur le plancher des vaches. Donc, c'est voir le métier de médecin légiste, mais de manière moins hollywoodienne ou série télé. J'ai voulu éviter le sensationnalisme parce que je trouvais que c'était pas la place. Donc, j'ai eu des attentats djihadistes à Liège. C'est là où je travaille, c'est dans mon pays, c'est en Belgique. J'ai eu des effondrements d'immeubles avec 14 morts, c'était tous des étudiants. J'ai eu vraiment des trucs très, très médiatisés. J'ai pas voulu parler de ça. Ouais. J'ai voulu parler de la médecine légale de tous les jours et expliquer comment ça marche. Ouais, c'est ça. Avec des mots simples. Mais ça, j'ai pas de mérite. J'ai des étudiants en criminologie qui sont donc pas des médecins, et je dois leur expliquer avec des mots simples, parce que je veux qu'ils comprennent, sinon ça sert à rien qu'ils fassent des études. Je veux leur expliquer avec des mots simples, des histoires qui sont parfois
complexe. Savoir comment quelqu'un meurt, c'est pas si évident que ça. Mais en l'expliquant simplement, tout le monde peut comprendre. Pardonne le cliché, mais j'ai l'impression que tu prends le lectorat par la main, tu l'amènes sur les lieux du travail. Mais moi, ce qui me frappe au début, et ce que j'adore, c'est que on n'est pas, c'est pas grandiose, c'est OK, problème de stationnement pour commencer. C'est vraiment, on retourne à la base. C'est un peu un anti-true crime même, je dirais. Dans cet aspect-là, oui. Je montre les choses telles qu'elles sont. La vraie vie que mène un médecin légiste. Oui. On est réveillé en pleine nuit, on nous demande de faire des trucs qui sont parfois un peu cons. Et puis tout le monde sait, c'était pas si con que ça. Ouais. Voilà, c'est des choses comme ça. La vraie vie, pas ce qu'on voit dans les films, mais la réalité quotidienne. Avant de rentrer dans des cas et tout ça, et dans le travail de médecin légiste, qu'est-ce qui amène quelqu'un, parce que là, je l'évoquais en intro, tu voulais être prêtre, après ça, il y a, tu sais, les jeunes veulent être au pire médecin, astronaute, comment on devient médecin légiste? Je peux te dire comment moi je suis devenu. Oui. J'avais évoqué la prêtrise un moment, je vais rencontrer l'évêque de mon diocèse de Liège, et l'évêque m'avait dit, allez d'abord faire des études à l'université, puis revenez me voir. Il avait senti que j'étais peut-être pas exactement aussi croyant que je le pensais, et il avait raison. Et donc j'ai commencé des études, mais j'hésitais entre le droit et la médecine, je savais pas. Ouais. Et à l'époque, tu sais, on inscrivait encore les gens avec un bic et du papier, c'est pas l'ordinateur. Et c'était des étudiants qui étaient chargés d'inscrire, ils étaient payés pour ça. Et j'arrive devant l'entrée où on inscrit les étudiants, et il y avait un mec qui inscrivait pour le droit, il y avait une fille qui inscrivait pour la médecine. Et j'hésitais. Je jouais avec ma pièce, c'est à pile ou face. Mais plus tu multiplies les coups, plus tu tombes à 50-50, donc ça servait strictement à rien. Et au bout d'une heure, je me dis, allez, le prochain qui vient, j'y vais, je ferai le droit à la médecine, on va voir. Et ils sont arrivés en même temps. Et très poliment, le gars qui inscrivait pour le droit a laissé passer la fille qui inscrivait pour la médecine, j'ai fait la médecine. J'ai adoré les études de médecine, j'ai jamais regretté ça. Au bout de 2 ans, j'ai été retrouvé l'évêque en lui disant que finalement, je pensais que j'étais pas si croyant que ça. Il m'a confirmé qu'il le pensait aussi. Il y avait d'autres intérêts que le salut. Oui, j'ai surtout découvert que les filles existaient parce que je venais d'une école qui était strictement masculine. Oui. Et là, à l'université, poum, il y a des filles. Et crois-moi, ça s'appelle une révélation, tu vois? Oui, oui. Et c'est là que j'ai compris que ça n'irait jamais en prêtrise. Et donc, j'ai continué la médecine. Arrivé au bout des études de médecine, je faisais de la dissection en anatomie. Et le prof était un prof de chirurgie, de reconstruction. C'est-à-dire que c'est de la chirurgie esthétique, tu vois, où on reconstruit des parties du corps qui sont détruites. Et il avait l'idée de prendre un muscle qui se trouve ici dans le dos et de mettre en d'autres endroits du corps pour reconstruire les zones détruites. Mais il voulait connaître exactement la vascularisation du muscle, etc. Et avec un copain, on avait trouvé le moyen d'étudier ça correctement. Mais pour l'étudier correctement, il fallait radiographier les morceaux de muscles. Et j'avais pas d'appareil de radiographie à l'Institut d'anatomie. Mais il y en avait un à l'Institut de médecine légale. Donc je prenais les morceaux de muscles, je les mettais dans mon coffre de ma 2 chevaux, j'allais à l'Institut de médecine légale, 500 mètres, je les sortais de mon coffre et je les radiographiais, puis je revenais. Mais la radiographie était juste à côté de la salle d'autopsie. Il fallait traverser la salle d'autopsie pour arriver à la radio. Et un jour en passant, il y avait une autopsie. Je me suis arrêté, j'ai regardé. Quand j'étais étudiant en médecine, ils m'ont laissé. Ils m'ont proposé de travailler avec eux et je ne suis plus jamais parti. Depuis plus de 30 ans. Ouais. Je veux pas donner un mauvais chiffre, mais je pense que c'est des milliers. Je pense à peu près 6000, comment que vous appelez ça, des interventions? Sur cadavre, oui. Sur cadavre. Donc 6000, c'est énorme. Il y a une citation que vous dites, que tu dis au balado Legend de Guillaume Play, c'est « Ce qui m'intéresse, c'est faire parler les morts. » Ouais. Pourquoi? Je trouve ça marrant, j'aime bien. Ça, en fait, c'est très spécial parce que c'est une passion. Ouais. C'est une passion. Donc, t'es face à un cadavre, quel que soit son état, on s'en fout. Enfin, quand il pue, c'est plus désagréable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il a le droit, lui, de puer. Et objectivement, aller à la recherche de tous les petits signes et symptômes qui vont me permettre de dire de quoi il est mort, ça me plaît. C'est vraiment un kiff. Et tu sais, dans le fond, il y a tout le temps une attente. C'est toi qui arrives le premier. Des fois, il y a tout le contingent. Les policiers sont là. Il y a même... il y a toujours des policiers. Tout le monde est déjà là, mais on attend après le médecin légiste toujours. Fait que c'est comment toujours ça? Et pas toujours. C'est-à-dire, quand ils sont sûrs que c'est un meurtre, ils m'attendent. Tout le monde est là. En général, on oublie même de m'appeler. À un moment donné, on s'en souvient. J'arrive, tout le monde est là, on m'attend. Dans pas mal de cas, on m'envoie en me disant « Va un peu voir s'il y a quelque chose de suspect, s'il y a quelque chose de particulier. » Et alors, c'est l'inverse. C'est quand je trouve qu'il y a quelque chose de particulier, c'est moi qui les attends tous. Ouais. Je dis « Écoutez les gars, non, il faut que vous veniez parce que là, ça va pas. Il y a un truc qui pue. »
et hop, tout le monde vient. Et j'ai aussi, c'est ton style personnel, je sais pas si c'est répandu chez tes confrères, mais toi, quand tu arrives sur un lieu de crime ou de mort suspect, ben tu fais une tournée de la chambre, de la pièce aussi, avant d'aller directement au corps. Oui, on a quelques-uns à faire ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir des éléments d'environnement pour mieux comprendre face à qui je suis. Tu sais, il y a parfois des médicaments qui traînent. Il y a des ordonnances, il y a des radios, il y a différentes choses qui traînent dans la pièce et qui te permettent parfois du poison. J'ai déjà trouvé du cyanure en pot, cyanure, et mon gars était mort du cyanure. Donc, c'était intéressant de retrouver le pot avant de voir le cadavre. Donc, te faire une petite idée en parcourant la pièce là où il est, pour bien t'imprégner des lieux, bien voir, bien tenter de comprendre déjà, et puis aller vers le corps. Écoute, je le disais tantôt, mais hors micro, fait que je vais le répéter maintenant, mais je passais en une semaine de pas te connaître à être vraiment happé et très fan du résultat de ce que j'ai lu. Pourquoi ça fonctionne à ce point-là? Puis là, j'ai demandé aux gens qui lisent mes bouquins, pourquoi vous aimez? Parce que moi, je comprends toujours pas. Pourquoi j'ai un succès pareil, je pige pas. Mais bon, voilà, c'est là, tant mieux. Je suis content pour les éditeurs, je suis content pour la discipline aussi, parce que ça la fait connaître. Donc, je suis content. Et je leur demande. Et ils me disent, ben voilà, vos histoires, et c'est vrai, elles sont courtes. C'est une dizaine de pages à chaque fois. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui aime pas lire une dizaine de pages, ça va, il va le faire. C'est pas un problème. Ouais. Et puis, il peut s'arrêter, déposer le bouquin, le déposer dans un coin. Puis, un mois plus tard, ah oui, il y a ce bouquin-là. Reprendre une autre histoire qui n'a rien à voir avec la précédente. Ben voilà, ça leur plaît. Mais c'est les mêmes qui te disent, moi, j'ai jamais lu un livre de ma vie. Votre livre, c'est le premier que j'achète. J'ai lu d'un coup. Oui, mais c'est pourtant romanesque, tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas écrit avant, c'est bien écrit. T'es un solide conteur. Mais alors, il y a qui te disent aussi, vos bouquins, il y a de l'humour. Oui. J'aime bien. Il y a du cynisme. J'aime bien aussi. Voilà, ils sont contents de ça. Et puis, il y a ceux qui te racontent aussi qu'ils aiment bien l'aspect true crime. Oui. C'est vrai que tout ce que je raconte sur le plan médico-légal est vrai. Attention, l'histoire autour n'est pas vraie, elle est romancée, elle est transformée. Et je mets les noms de mes copains, si tu veux, on peut retrouver. Mais mon avocat, qui est un de mes amis, est là avec sa femme. Ma meilleure amie est là avec son mari, c'est son mari qui la tue. Enfin, elle est vivante, mais voilà, j'ai utilisé leur nom, leur prénom. Ouais. Tous mes potes sont dans mes bouquins. Et comment qu'ils réagissent? Parce que je leur fais lire avant, parce que je mets aussi des morceaux de leur vie, mais des vrais morceaux. Je peux te montrer, Chérie, tu dors, c'est Anne et Pascal, c'est des amis très très proches, et ce que je raconte là, en une demi-page, c'est leur vraie vie. Ouais. Donc je leur montre avant, je dis bon, allez, t'es d'accord, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord, je le fais pas. Ouais. Alors je change les prénoms et je retire cette partie-là. Et jusque-là, tout le monde est content, il y a personne qui m'a dit non. Non, puis c'est sympathique aussi, tu sais, mettons, il y a un personnage, son surnom c'est Monsieur Mouche, mais ces gens-là vont se reconnaître et c'est plutôt... Mais il est mort, lui. C'est Marcel Leclerc. Okay. Il est décédé en 2008, malheureusement. C'est le bonhomme qui a trouvé le moyen d'utiliser les mouches pour déterminer depuis combien de temps quelqu'un est mort. Oui. Un petit génie. Ça, je vais y revenir. C'est vraiment intéressant, la part des insectes dans ton travail. Bon, évidemment, les gens qui sont morts se plaignent pas de rien, mais les familles de ces gens-là, est-ce que des fois, il y a une espèce de bras de fer pour essayer de passer vos trucs? Est-ce que vous demandez la permission? Les familles, ici, c'est drôle. Il y en a qui m'écrivent en me demandant de raconter l'histoire de leur mort. Je dis, je l'ai peut-être pas autopsié. Si, on est sûr, c'est vous. On vous a vu, c'est bien vous qui l'avez autopsié. Est-ce que vous pouvez raconter son histoire? Et puis, je leur demande le nom du défunt, parce que c'est comme ça que je classe dans mon ordi. Et puis, je dis, mais madame, je l'ai déjà raconté. Ouais. Ah non, vous avez raconté une autre histoire. Parce que j'ai pas retrouvé l'histoire de mon mari. Si, c'est votre mari, mais évidemment, c'est pas l'histoire. L'histoire, je la transforme. Je veux pas avoir la même. Pour que, justement, vous reconnaissiez pas. Pour vous respecter, quoi. Ah, mais c'était pas nécessaire. Donc, tu vois, t'as ça. Puis à côté de ça, t'as des gens qui me disent, si vous ne pouviez ne pas raconter l'histoire de mon défunt, je serais content. Oh ben, ça va, je le raconte pas. OK. Voilà. Parce que sur 6000 autopsies de cadavres, il y a de la matière. Là, vous en avez sur 3 bouquins, mais vous pourriez en avoir encore plusieurs. Ben, j'en aurai encore 2. Je viens de finir le 4e. Ouais. Mon éditeur l'a en main. Maintenant, il est en train de le relire. Puis il y a les relectures. Il sort le 27 août en Belgique. OK. Et en France, et puis j'ai un 5e en tête qui va arriver. J'essaie de mettre le doigt sur le pourquoi ça fascine. Moi, on dirait que c'est pas du voyeurisme parce que j'ai pas l'impression d'être si voyeur, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir un accès
que j'ai jamais vu ailleurs, puis que les séries américaines me donnent pas, CSI et compagnie. C'est vrai, c'est tous des très belles personnes. Dans le premier bouquin, je raconte ce qu'il y a de faux dans les séries par rapport à la réalité. Je crois que j'ai appelé ça scène de crime. Et je raconte carrément ça, c'est à l'intro. Comment devient-on le J? C'est juste après, voilà, scène de crime. Ouais. Je raconte ce qu'il y a de faux dans les séries américaines. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il faut coller à la réalité, quoi. Ouais. Faut se rendre compte de ce que c'est vraiment. Parce qu'en réalité, c'est moins glamour. C'est vous avez la combinaison spatiale pour entrer sur les. C'est une merde cette combinaison. Je la hais. Ouais. Mais elle est absolument indispensable. Ouais. T'es dedans. T'as chaud quand il fait chaud, t'as froid quand il fait froid. En clair, en été, c'est une étuve, tu sors de la tête trempée. En hiver, c'est un frigo. Ouais, c'est ça. OK. 6000 examens de cadavres, on va en prendre quelques-uns. Est-ce que ça, t'es tanné de les raconter, les cas? Parce que j'ai entendu quelques entrevues, fait que veux pas, tu racontes encore ces cas-là, mais est-ce qu'il y a Bon, est-ce que les médias, on accroche tout le temps sur les mêmes quelques... Non, c'est très varié. En fait, c'est en fonction de la sensibilité de celui qui m'interroge. Ouais. Il a repéré une ou deux, trois, parfois histoires qui lui plaisent particulièrement. La femme mangée par les cochons, moi, c'est sûr que j'ai... elle est bien, celle-là. Elle est très bien. 2 fermiers en chicane qui ont une querelle, évidente. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils ont une querelle, ils s'aiment pas, donc ils s'observent, quoi. Ouais. Et un des deux voit l'autre qui jette sa femme au cochon. Et puis il revient à la police. La police arrive sur place, mais le temps, c'est la campagne. Le temps d'arriver à la campagne, quand t'es policier, ça m'a 20 minutes. Mais 20 minutes, 8 cochons, une femme, elle est bouffée, il y a plus rien. Donc quand ils arrivent, ils vont voir les cochons, ils voient qu'il y a rien. Ils se disent, bon, il y a rien. Ils vont voir dans la maison, ils trouvent pas la femme non plus, mais il y a pas de scène de crime, je veux dire. Il y a pas de traces de sang, il y a pas de traces de lutte. Il y a rien, quoi. La maison est correcte, qu'une maison dans laquelle on vit. Tout n'est pas bien rangé, mais c'est correct. Ils trouvent les clés de la dame, le portefeuille de la dame, sa valise. En fait, bref, elle est pas partie. Et sa voiture est toujours là. Donc, elle est toujours là. Mais où est-elle? Et on demande au monsieur. Et le monsieur, depuis le début, il aimait complètement l'Ouest, le mari. Complètement l'Ouest. D'ailleurs, quand j'arrive, je le fais hospitaliser en psychiatrie parce que je me rends compte qu'il y a un problème. Il va mettre plusieurs jours à revenir à un niveau de conscience normal. Donc, il est ce qu'on appelle en état de délire. Il est délirant. Donc, il n'est pas dans les aveux du tout. Ah non, pas du tout. À la rigueur, il ne sait même plus qui il est. Donc, on est vraiment dans le délire total chez lui. Fallait l'hospitaliser, fallait le soigner. Et puis, les policiers préviennent le magistrat en disant, ben voilà, on n'a pas trouvé le corps de madame. Le magistrat me téléphone, il me dit, Philippe, on a un souci, une dame a disparu, il me raconte. Je dis, il est peut-être passé au cochon. Je dis, bah, s'il est passé au cochon, pas de problème, tu fais tuer le plus gros cochon. Le plus gourmand. Il me dit, pourquoi le plus gros? Bah, je dis, parce qu'il n'y a pas de mystère, t'es gros, tu bouffes, hein. Donc ça, c'est la première chose. Sauf chez les humains, il y a aussi des maladies, hein. Mais chez les cochons, il n'y a pas ces maladies-là. Donc, chez les cochons, t'es gros, tu bouffes. Et puis, s'il est gros, il prend de la place, ça veut dire qu'il va être le premier à arriver sur la dame pour la bouffer. Donc, j'étais certain de trouver des morceaux, si les cochons avaient mangé la dame, j'étais certain de trouver des morceaux de la dame dans l'estomac de ce cochon-là. Le magistrat me retéléphone. Il me dit, écoute, ils veulent pas te buter le cochon. Je dis, ben, y a pas de problème, c'est pas grave, ils reviendront demain, et dans la merde des cochons, ils vont chercher après les dents et les cheveux de la dame. C'est le seul truc que les cochons digèrent pas. Et il faut savoir ça quand même. Il raccroche, et puis il me ressonne. Philippe, tu peux y aller, ça va, ils ont buté le cochon. En fait, ils ont tué le cochon, ça avait aucune envie d'aller chercher dans la merde le lendemain, quoi. Voilà. Moi, ça m'arrange, j'ouvre l'estomac du cochon, et j'ai trouvé des morceaux de la dame. On a pu, grâce à la génétique, prouver que c'était elle. Mais elle était tellement détruite dans l'estomac des cochons que, bah, tu sais pas de quoi elle est morte. Ouais. Et tu sais même pas si elle était vivante ou morte quand son mari l'a jetée au cochon. Okay. Et le mari, il a été démontré effectivement qu'il était dans un état de démence totale. C'est ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. Chez lui, ça a duré plusieurs jours. Et l'hypothèse du psychiatre, c'est que en voyant sa femme morte, il a pété une case. Il a pété une case, il l'a jetée au cochon. Il s'est pas expliqué pourquoi. Et c'est tout ce qu'on a pu faire avec cette affaire-là. Malheureusement, tu sais, on est limité. Hein. Moi, quand elle a été bouffée comme ça par des cochons, je peux plus rien dire. Était déjà morte ou on sait pas, tu sais, c'est difficile, c'est impossible à dire. Donc cette personne-là, est-ce qu'elle est libérée, le mari n'a pas été emmerdé. Okay. Il avait tous les accents de la sincérité. Puis quand le psychiatre te dit, ben oui, il est en état de démence, cette démence-là, tu sais pas la feindre, tu sais pas faire semblant. Donc on peut croire qu'effectivement, c'est lui qui a eu un problème. Peut-être, sans doute, en voyant sa femme morte. Moi, ce que je trouve intéressant dans les histoires, c'est que, bon, il y a l'histoire, il y a le cas, mais il y a aussi toute l'espèce de rappel historique
d'un paquet de trucs intéressants. Tu sais, même la digestion, là, tu compares comment ça fonctionne pour le cochon versus un humain, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. La peine de mort, à un moment donné où tu fais un rappel de la dernière fois que la guillotine a été utilisée en Belgique, pour quel cas, puis là, je pense que même la personne qui a été guillotinée la dernière... Ouais, j'ai sa tête. J'ai eu sa tête pendant longtemps. Donc, le dernier guillotiné à Liège, j'ai eu sa tête. En fait, c'était dans les années 1820, quelque chose, c'est un peu plus tard. Là. Et l'université de Liège venait de naître. Et à l'époque, tu sais, il n'y a pas de photo, il n'y avait pas de dia, il y avait rien. On pouvait rien présenter aux étudiants. Et c'est pour ça que pendant tout un temps, les gens qui donnaient leur corps à la science, eh bien, on les découpait. Et il y a des gens qui disséquaient correctement les artères, les vaisseaux, les nerfs, pour qu'on voit comment ça fonctionnait, comment ça s'intégrait. Et on avait ce qu'on appelait des bocaux anatomiques. C'est des bocaux en verre transparent, avec plein de formules dedans, et l'organe à examiner dedans, pour que les étudiants puissent étudier. Et on étudiait sur les bocaux. Et puis on a eu les dias, et puis on a eu le PowerPoint, et maintenant on a une espèce d'intelligence artificielle qui nous permet de voir l'ensemble du corps simplement en se baladant sur l'ordinateur. C'est génial. On n'a plus besoin maintenant des bocaux. Ouais. Mais à l'époque, c'est le cas. Et à l'époque, on n'avait même pas de bocaux à l'Université de Liège. On était vraiment indigents, quoi. C'était le début. Et là, les bourreaux ont donné à l'université la tête du mec qui venait de guillotiner. En disant, ça vous fera toujours un morceau à montrer aux étudiants, quoi, tu vois. Et on a eu la tête, et la momifiée. C'est génial. Elle a momifiée. Elle était intacte. Et quand je l'ai vue, j'étais étudiant. Elle était au service d'anatomie, de neuroanatomie. Et tout le monde allait la voir parce que, on a le guillotiné. C'était... Un jour, elle a disparu. Elle a été volée. Et puis, elle est revenue. Et puis, quand le prof, j'étais déjà prof de NIF à ce moment-là, quand le prof l'a reçue, il m'a dit, écoute, Philippe, je te la donne, au moins chez toi, elle ne disparaîtra pas. Ça, c'était pas gagné. Donc, je l'ai donnée au musée de la vie wallonne. J'ai donné au musée liégeois qui raconte la vie de la Wallonie. Parce qu'il y a la guillotine wallonne qui est là, celle qui a guillotiné le bonhomme, elle est là. Ouais. Et je leur ai donné la tête. Et eux, ils ont rien trouvé de mieux que de l'exposer. Donc, la tête, si tu viens à Liège un jour, va au musée de la vie wallonne, je t'emmènerai, elle est exposée au musée de la vie wallonne, t'as la tête du dernier parce qu'elle est bien préservée et momifiée. Elle est momifiée, elle est intacte, elle est bien. La différence entre l'expertise du médecin légiste et moi, si je débarque sur un lieu de crime, je vois quelqu'un qui est pendu, pour moi, il est pendu, suicide, fin de l'histoire. Ton expertise fait en sorte que des fois, un pendu, c'est pas si simple que ça. Moi je me dis, quand je vois le pendu, ok, là, il est pendu. Mais est-ce qu'il n'a pas été étranglé avant? Est-ce qu'il n'a pas été frappé avant? Est-ce qu'il n'a pas été endormi avant? Est-ce qu'on ne l'a pas pendu? Parce que après l'avoir endormi, frappé dessus, c'était inconscient, on peut le pendre. Le gars fait 130 kilos, c'est beaucoup, hein. 130 kilos, moi je sais pas le soulever. Et on l'a trouvé pendu dans sa cave. Et là, en regardant la corde, j'ai eu un doute. Alors, il est pendu dans sa cave, les pieds touchent par terre. Ça, c'est pas grave. 80% des gens, quand ils se pendent avec les pieds qui touchent le sol. Donc ça, c'est pas un problème du tout. Mais la corde passe au-dessus d'un tuyau. C'est un tuyau de chauffage, et c'est un tuyau qui est gainé. Il y a une gaine autour. On a mis du plâtre mélangé avec de l'amiante pour conserver la chaleur. C'est friable, tout ça. Ouais. Ça veut dire que la corde, en appuyant sur le dessus du tuyau, a imprimé sa trace dans la gaine. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Ce qui est anormal, par contre, c'est que depuis le haut, c'est là où la corde passe au-dessus du tuyau, jusqu'en bas, là où elle est attachée au sol pour tenir, eh ben, t'as des traces de ce produit tout le long de la corde. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on l'a hissé. Donc, il est mort, ou inconscient, à mon avis, au bas de la cave, au bas de l'escalier de la cave, c'est juste là que ça se trouve. On lui passe la corde autour du cou, on passe la corde au-dessus du tuyau, on le hisse, on attache la corde. Et tout le long de la corde, tu as des traces qui viennent du tuyau. Si tu te pends, tu attaches d'abord la corde en dessous, tu la jettes par-dessus, tu la règles et tu te pends. Tu vas pas tracter, tu vas pas te hisser. Donc, ça veut dire qu'il était pendu. On l'a pendu. On l'a pendu. Puis pour les gens qui écoutent, c'est un cas réel, ça aussi. Ouais, c'était la femme et son amant qui... Alors, lui, on l'a coincé. C'était génial parce que il a fait un nœud. Alors, moi, je suis nul en nœud. Je sais pas faire des nœuds. Donc, quand je vois un beau nœud, je me dis, waouh, un beau nœud, quoi. Chapeau. Impressionné du nœud. Impressionné du nœud. Ouais. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est un nœud que j'ai jamais vu. Et je le prends en photo. À l'époque, on avait Polaroid. Je le prends en photo avec un Polaroid. C'est des photos instantanées, tu vois, sortent tout de suite. Et j'ai un copain qui fait du bateau. Et il adore les nœuds. Et je lui montre le nœud et il me dit, tu sais, ça, c'est un nœud de batelier.
je retourne vers les policiers. On savait déjà que c'était un meurtre, hein, c'était fait. Et je retourne vers les policiers en disant, vous savez le nœud là, c'est un nœud de batelier. Et là, ça a fait tilt. La dame était amie avec un batelier. Et il se fait que le batelier en question était son amant. Wow. Donc, elle a anesthésié son mari, parce que j'ai découvert du Valium. Du Valium, c'est une benzodiazépine, ça fait dormir. Dans le sang du bonhomme, j'avais fait analyser. Et j'avais découvert du Valium à des doses vraiment très importantes, telles qu'il devait dormir. Donc, il a été endormi, descendu au bas des escaliers, grâce à son amant. C'est lui qui a fait le nœud. Il a fait un nœud comme il sait les faire, un nœud de bateau. Ils l'ont pendu en le tractant le long du tuyau pour attacher la corde tout en bas pour qu'il reste bien pendu. Il est effectivement mort pendu, pas de problème, mais c'était pas un suicide. Écoute, il y a tellement de choses à dire, fait que je fais du coq à l'âne, mais il y a quand même aussi toutes des données, des informations sur même une pendaison, tu sais, les espèces de mythes sur l'érection, on va chier, tout ça. Pas, ça. Hein? Non, mais c'est ça qui est aussi, je trouve, qui ponctue la lecture, c'est qu'on, bon oui, on a une bonne histoire, un bon récit, un bon cas réel vécu par quelqu'un qui s'y connaît, mais en plus, on a toutes sortes de mythes, même la noyade, qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps, comment qu'on vit une noyade. Moi, je suis un peu terrorisé depuis toujours par l'idée de se noyer, mais là, Ça, oui, je comprends. Ça et brûler vif, c'est les deux trucs que je veux pas. Non, mais grâce à toi, je sais un peu ce qui se passerait si je mourrais noyé. Puis ça n'a pas l'air si chouette, mais ça a l'air au moins assez rapide. Ça va assez vite, oui. Ça va assez vite. Mais c'est ce que je trouve qui est quand même fascinant. Et aussi, j'admire ta transparence parce que je t'ai entendu dire quelque part que souvent, tu as une idée préconçue en arrivant sur place. Mais c'est pas ça. Ah, je me trompe souvent, très souvent. Oui. Et j'aime bien me tromper parce que ça prouve au moins, que je suis pas buté sur l'idée que j'ai au départ, ça c'est très mauvais, mais ça prouve aussi que l'examen du corps est indispensable. Hein? Parce que moi qui suis habitué à en voir, quand j'ai une idée, c'est pas nécessairement la bonne. Donc, il faut vraiment faire l'examen du corps. Quand j'ai une idée, c'est avant d'examiner le cadavre. Hein. Il faut vraiment l'examen du corps pour savoir ce qui se passe. Sinon, on risque de passer à côté de tout. Avant d'arriver à un autre cas, t'es une star dans ta profession, probablement la plus grande star dans ta profession. Et est-ce que par rapport à tes confrères, les gens sont comme c'est cool, ça met un peu le doigt sur ce qu'on fait, ou il y a un peu de jalousie puis de raillerie ou un traitement Alors, jalousie, j'en ai pas encore eu, en tout cas pas devant moi. On m'en a pas rapporté. Des railleries, j'en ai pas encore eu non plus. J'ai déjà eu des remerciements spontanés de collègues. Parce qu'on manque de médecins légistes partout en France et en Belgique. Ici, je sais pas, mais en France, en Belgique, on en manque. Et mes bouquins rappellent que la médecine légale existe et donnent envie à certains jeunes de le faire. Donc ça, c'est très très bien parce que on a besoin d'un certain renouvellement. On vieillit tous. Moi, dans 5 à 7 ans, j'ai fini, j'arrête. Hein. Ouais. Je serai à la retraite. Donc, clairement, il faut du monde. Ouais, de la relève. Tu prépares la relève avec tes livres. Alors, il y a des gens qui rouspètent. Il y a une médecin légiste qui dit « Ah, moi, je n'aurais pas raconté des histoires comme ça. Ouais. » Mais en fait, elle rouspète sans savoir que, visiblement, elle n'a pas lu mes bouquins, sans savoir que les histoires que je raconte sont vraies sur le plan médico-légal, mais romancées quant à tout ce qu'il y a autour. Une de mes histoires préférées. J'ai tué mon mari... Puis elle brûlait les morceaux de son mari découpés à la hache dans l'insert, donc qui est une espèce de four dans des sacs de congélation. C'est une cassette à bois, tu vois. Ouais. Une cassette à bois avec une vitre. Donc tu vois le bois qui brûle, c'est pas un feu ouvert. Mais au moins, il y a de l'air pulsé qui permet de bien réchauffer la pièce. J'adore ça, j'ai ça chez moi. La même que la sienne d'ailleurs. OK. Fait que donc c'est efficace. Ça brûle bien. Moi, j'ai pas testé, mais elle, oui. Et effectivement, ça marche très très bien. Donc elle est séparée de son mari. Son mari a acheté une nouvelle voiture. C'est important de savoir. Il a une nouvelle voiture qui démarre avec un code. Elle connaît pas le code. Ça va revenir. Donc, je le dis tout de suite, comme ça, j'oublie pas. Son mari vient la voir, il se dispute, il la frappe, c'est ce qu'elle dit. Elle répond en lui tapant un coup de hache qu'elle avait dans la cuisine. Ça m'a toujours épaté de savoir que quelqu'un a une hache dans sa cuisine. Les bûcherons, peut-être, mais là, à Liège, les bûcherons, il y en a pas. Hein. Donc, elle a une hache dans sa cuisine. Visiblement, elle le tue d'un grand coup en plein cœur. Il meurt, et les enfants vont rentrer à l'école, il faut faire quelque chose. Donc, comme elle a travaillé en boucherie et qu'elle a une hache en main, elle le découpe en morceaux et elle le met dans des sacs, tu sais, les sacs fraîcheurs, les trucs qu'on met au congélateur. Elle met tous les morceaux dans les sacs fraîcheurs, dans un congélo. Elle nettoie. Quand les enfants rentrent de l'école, plus de traces du mari, elle est contente.
Et les enfants font leurs devoirs dans la cuisine, là où il est mort. Hein. Elle a javelisé à grandeur. Elle a javelisé à Mac. Ouais. Et puis, une fois que les enfants sont au lit, elle se pose la question, qu'est-ce que je vais foutre avec ce que j'ai dans le congélo, quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Et lui vient l'idée de mettre les morceaux de son mari, un par un, dans l'insert familial. Alors, comme les enfants sont là, ils sont là jusqu'à 20h. À 20h, ils vont au lit. Elle attend 20h avant de mettre les morceaux. L'insert a bien chauffé, là, il est bon. 2, c'est quand même leur père. Elle va pas brûler leur père devant ses enfants. Elle a au moins cette retenue-là. Et puis, à 22h, elle arrête parce qu'à 22h, elle estime que les voisins vont peut-être sentir des odeurs un peu particulières dans le voisinage. Ça risque de les troubler, de les inquiéter. 22. Elle fait ça, le corps du mari disparaît. Ouais, ok, mais nous, on cherche le mari. On l'a pas. Enfin, la police. Il est pas allé à son boulot, son GSM ne matche plus, sa carte de crédit ne fonctionne plus. En clair, il est mort. Quand ça arrive comme ça, c'est qu'il est mort. Mais il est disparu, là, tu sais. Oui. Il y a, en France, il y en a un qui s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès qui est disparu. On se doute que, mais enfin, clairement, ses cartes de crédit ne fonctionnent plus non plus à celui-là. Et donc, elle veut déplacer la voiture. Elle n'y arrive pas parce que si elle a la clé, elle n'a pas le code. Donc, elle ne sait pas déplacer la bagnole. Donc, la bagnole reste devant chez elle. Et c'est parce que la voiture est devant chez elle qu'on pense que le mari a passé ses derniers moments là. Et pourquoi serait-il reparti sans la voiture? Donc, elle est coincée. Et finalement, elle avoue, elle dit, oui, voilà ce qui s'est passé. Je l'ai tué, je l'ai coupé en morceaux, je l'ai brûlé. Et là, on l'a fait voir par un psychiatre, comme on fait toujours avec les auteurs. Elle est vue par un psychiatre qui dit, elle fabule. Ça veut dire, elle invente. Elle invente. C'est pas vrai. Elle invente. Elle invente, oui, mais le mari, il est toujours pas là. Donc la juge d'instruction commence à se méfier de l'avis du psychiatre, me téléphone et elle me dit, Philippe, on va faire une reconstitution, faudrait que tu sois là. Je dis, mais Simone, c'est le prénom de la juge, c'est gentil, mais j'ai pas de cadavre. Elle me dit, mais c'est pas grave, tu pourras poser des questions à la dame sur ce qu'elle a trouvé. Je suppose que, me dit-elle, quand on fait brûler un corps comme ça, il reste un morceau. Je dis, oui, mais ça c'est une excellente idée, je viens. Et j'étais là. Voilà, la reconstitution se passe. J'arrive à la fin, forcément. Hein. Devant l'insert, on est devant la cassette à bois. Et je dis, madame, dites-moi un peu, qu'est-ce qui restait comme morceaux? Et elle me décrit, mais tip-top, les morceaux qui devaient rester. Tip-top. J'ai examiné des tombes romaines, tu vois, ces ossuaires. Les Romains, dans l'Antiquité, se faisaient brûler. Et donc, les morceaux qui restaient sont les mêmes que ceux qui devaient rester du mari, quoi. Ok, elle me donne les bonnes descriptions. Et puis je pose une deuxième question. Et quelle couleur avaient-ils ces os? Parce que, en fait, la couleur des os dépend de la température de chauffe. Donc, si la bodar c'est l'insert. Si l'insert chauffe à une certaine température, les os ont une certaine couleur. L'insert, c'est quelques centaines de degrés et ça correspondait. Elle me donne la bonne couleur, quoi. Ok, pour moi c'est bon. Elle l'a fait. Je lui dis, madame, je vous crois. Elle était heureuse. Quelqu'un la croyait enfin. Les doutes étaient élevés. Heureuse, puis elle s'est retrouvée en prison, là, elle était moins contente, mais les doutes étaient élevés. Et puis je lui dis, mais madame, il n'y a pas un morceau qui était plus difficile à brûler que les autres? Si, un docteur qui me dit, la tête, j'ai dû la remettre 3 fois. Elle m'a fait rire. En fait, ça, c'est une fois où j'ai ri en pleine reconstitution. Ça se fait pas, hein. Mais j'ai ri en pleine reconstitution parce que la facilité avec laquelle elle te dit ça est juste déconcertante et j'ai été déconcerté, donc j'ai ri. Mais j'avoue qu'on se sent mal. Moi, je lis puis je trouve ça rigolo, ce coin-là, puis même, je l'ai cité. Tu écris, bon, tu parles la tête, puis Sacré Laurence, tu sais, mais c'est drôle, mais c'est sympathique, mais en même temps, c'est tragique et morbide pour... C'est tragique, mais allez, de toute façon, il est mort. Ouais. Bon, 2, il a disparu depuis maintenant 25 ans. La famille a eu largement le temps de faire son deuil, et je crois que des affaires pareilles, à un moment donné, il faut prendre un peu de distance. Dans la vie, tout n'est pas triste, la mort n'est pas nécessairement triste. Moi, je ris pas du mort, je ris de la manière de mourir. Mais tu te dis quand même qu'une belle mort, tu trouves ça bizarre comme expression. Il y a pas vraiment une belle mort. Pas de belle mort. Pourquoi? Parce que de toute façon, on meurt. C'est ni beau ni laid, c'est la mort. Mourir dans son sommeil, là, ou en faisant l'amour, me semble, c'est les fantasmes de belle mort. Ouais, enfin, pas celui qui tu baises, hein, parce que lui, il se retrouve un cadavre sur le bras. Ça, c'est ce que j'appelle la mort égoïste, ça. Oui. Toi, t'es content de mourir, t'as éjaculé, t'es content, waouh, je suis au nirvana, poum, je meurs. Et l'autre, elle se le chope. Moi, j'ai une dame qui est restée coincée sous son mari pendant des heures, hein. Mais c'est pas une blague. Et le corps de son mari commençait à se refroidir. En fait, son mari faisait un poids certain, et elle était toute fluette, toute mince, là. Elle était coincée en dessous,
Elle n'arrivait pas à sortir. Elle a eu des problèmes psychiques pendant des années. Hein. Mm-hmm. Et puis, quand on l'a retrouvée, elle était un peu froide aussi parce que son mari avait refroidi. Il l'avait refroidi par la même occasion. Donc, c'est pas une belle mort. Ah, c'est une mort de merde. Il n'y a pas de belle mort. Non. OK. Écoute, la fille, là, je me gâte, là. La fille qui a tué son père déjà mort, ça s'invente pas. C'est comme dire... Ah non, ça s'invente pas du tout. Mais non, c'est une histoire vraie. Hein. Ouais. Et là, je t'avoue que j'ai très, très peu romancé. Parce que les éléments de l'enquête sont hyper importants. Donc, j'ai pas su romancer. L'histoire est vraie, celle-là, du début à la fin. Donc, c'est une des rares. Il y en a deux comme ça. C'est celle de la fourchette et celle-là sont les deux qui sont vraiment... parce que tu sais pas romancer ça. Je voyais pas comment faire. Et pour l'histoire de la fille, une histoire complètement formidable, qui sort de l'ordinaire plutôt. Elle veut tuer son père parce qu'elle est lesbienne et son père n'accepte pas le fait qu'elle soit lesbienne. Tu pourrais me dire, elle n'a qu'à s'en foutre. Ouais, mais non, elle s'en fout pas. Elle s'en fout pas. Et visiblement, elle a beaucoup de rancœur vis-à-vis de son père, sinon elle le tuerait pas. Elle arrive de nuit, elle débranche l'alarme, elle va dans la cuisine, il y a un meuble où se trouve le flingue, c'est un GP 9 mm, elle arme, elle s'est tirée parce que son père lui a appris à tirer, et elle rentre dans la chambre de son père, le tout dans le noir. Dans la chambre de son père, elle voit le corps de son père, parce qu'il y a de l'éclairage qui vient de la rue, tu vois. Le corps est éclairé par l'extérieur. Elle voit, il est en attitude de dormeur, quoi. Elle prend son flingue, elle vise, elle tire, elle le tue, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Elle dépose le flingue. Plusieurs fois, là. Elle a vidé tout chargeur. Ouais. Et quand j'arrive, tout le monde est déjà là parce qu'on m'a oublié. Tu sais que les affaires sont claires, on pense pas toujours au légiste. Ah merde, le légiste, il est où? On l'a pas appelé. Oh flûte, appelez-le vite. Donc j'arrive, et quand j'arrive, tout le monde est prêt à partir parce que la descente est terminée. Ouais. Donc je me dis, je vais pas les emmerder à faire tout mon examen. On a la coupable, elle avoue. Non, on n'a pas la coupable, elle est pas là. OK, pas là. Elle est pas là, elle a déposé son flingue, elle s'est barrée. Mais on a l'idée que ça pourrait être elle. Parce qu'on la trouve plus, justement. Ouais. Et qu'il y a qu'une fille dans le couple, et que la femme d'ouvrage qui a découvert le corps nous dit que, ça va pas bien entre le père et la fille. Donc, voilà. 1+1. Disons que c'est une bonne piste, quoi. Ouais. Alors, j'arrive sur place, j'ai pas le temps de l'examiner, je fais ce qu'il faut faire sur place, prélèvement de sang, d'urine, je mesure la température rectale pour avoir une évaluation du moment du décès. Ok, ça va. Et je dis, allez, je fais pas l'examen ici, je le ferai à la morgue, à la salle d'autopsie, quoi. De toute façon, ça changera rien, je le fasse sur place ou là-bas, il faudra quand même l'autopsie. Donc, on transporte le corps. Et quand je fais l'examen, je me rends compte qu'aucune des lésions n'a saigné. Ça veut dire que je me rends compte que le bonhomme était déjà mort quand on lui a tiré dessus. Parce qu'on saigne pas si on... C'est le bord de la lésion. Quand t'es vivant, t'as du sang qui circule partout, dans les artères, dans les capillaires, dans les veines. Et le sang, il part du cœur, il part dans les artères, et puis il traverse les capillaires pour arriver dans les veines et revenir au cœur. Eh bien, quand on est mort, il n'y a plus de sang dans les artères, il n'y a plus de sang dans les capillaires. Donc quand tu coupes la peau en surface, puisqu'il n'y a plus de sang dans les capillaires, elle est toute blanche. Tu vois? Alors que si tu coupes la peau de quelqu'un qui est vivant, tous les bords vont saigner. Parce qu'on coupe plein de petits capillaires. C'est comme ça que ça marche. C'est comme faire feu dans un morceau de viande, là. Ouais, c'est ça. Ça saigne pas. Alors, sauf que si tu as une grosse veine, tu touches une veine, effectivement, la veine va couler. Ouais. Eh bien, chez lui, tous les bords des orifices de passage de projectiles étaient blancs. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas saigné. Ça veut dire que les capillaires étaient vides. Ça veut dire qu'il était déjà mort. Alors, il y a des balles qui ont touché le cœur, qui ont traversé le cœur. Il y avait un peu de sang qui a coulé du cœur, mais elle l'a pas tué. Alors, je fais l'autopsie jusqu'au bout, comme toujours. Quand tu dis ça au magistrat, tu regardes avec un drôle d'air, t'es sûr, parce qu'il y a quand même quelques balles. Je dis, non, regarde. Tous les orifices, là. Il est mort d'autre chose, et j'ai une idée de ce que c'est. J'ouvre la tête, et là, je vois, t'enlèves la calotte crânienne, t'enlèves la boîte, quoi. Et je vois qu'il y a une hémorragie, mais une hémorragie cataclysmique à hauteur du cerveau. En fait, il y a une artère cérébrale qui a pété. C'était un anévrisme, il a rompu. Mais quel hasard. Il est mort d'un anévrisme cérébral. Avant. Donc, cette fille-là, elle l'a pas tué. Elle l'a pas tué. Ah mais non, mais c'est complètement fou, parce que ce mec est mort 2 fois, hein, en fait. Il est mort 2 fois, il en sait rien. Alors, la fille, on l'a fait rechercher par la police. Pourquoi? Parce qu'elle était en cavale. Alors, quand t'es en cavale, tu fais des tas de conneries. C'est connu. Donc, on voulait protéger la population, quoi. Donc, on l'a fait rechercher par la police. La police l'a alpagué. En disant, madame, on ne vous arrête pas. J'ai quand même tué mon père. Oui, mais non, vous l'avez pas tué. Elle voulait pas nous croire.
Il a fallu que j'aille lui expliquer. Elle pensait que c'était un piège ou une stratégie d'enquête. Elle a plus jamais rien fait de mal. J'imagine, c'est une bonne leçon, mais en même temps, même pas outrage au cadavre ou quelque chose comme ça. Il y a rien. Tu sais pas l'arrêter. La loi dit que pour tuer quelqu'un, il faut qu'il soit vivant. Ouais. Ben voilà. Tu peux pas tuer un mort. Alors c'est compliqué, hein, parce qu'elle a l'intention est mauvaise, elle est méchante, elle est allée jusqu'au bout avec un flingue. Écoute, tout est mauvais chez cette fille. Mais il y a pas de quoi la condamner. Non. Philippe, le temps file. Il y a tellement d'histoires. Tu as évoqué celui de la fourchette. Je l'ai déjà entendu. C'est excellent. Mais j'avais aussi aimé un petit coup de cœur pour la personne retrouvée 25 ans plus tard dans une grotte parce que, bon, comme médecin légiste, tu arrives sur les lieux. Des fois, c'est très, les problèmes de stationnement, tout ça. Mais aussi, ça peut arriver que tu fais de la spéologie. Puis que tu fait de la spélo, c'est vrai. Oui, quand même. Il a même fallu ramper, oui. D'aller fouiller pour trouver le cadavre de quelqu'un disparu, là, on présumait rendu là qui était décédé. C'était un bonhomme qui aimait la spéléologie. Et il malheureusement, on fait pas ça, on fait jamais ça, on fait pas de la spéléo tout seul. On est toujours avec quelqu'un. C'est comme la plongée sous-marine, on va toujours avec quelqu'un. Et lui, il y va tout seul. Alors, il veut revenir, sortir du trou, parce qu'il a fini son périple, et quand il veut tirer sur sa corde, visiblement, elle casse. Peut-être qu'il se casse la figure en bas, ça on n'est pas sûr, mais la corde casse. Alors plutôt que d'attendre là qu'on vienne le chercher, il se dit je vais trouver une autre sortie. Et le voilà parti dans le dédale, mais c'est un dédale, c'est une carrière, c'est vraiment un dédale de grottes, de trucs. Bon. À un moment donné, sa lampe s'éteint, il est perdu, il se couche en espérant qu'on va le trouver, on ne l'a jamais trouvé. Et en fait, ce monsieur-là avait disparu depuis 27 ans quand on l'a retrouvé, à l'état de squelette bien entendu. Et il y avait pas mal de gens de spéléo dont c'était le but, le retrouver. Tu vois? Ils avaient cherché. Et c'était resté un peu le Graal du coin, de la spéléologie du coin, tombé sur le cadavre. La légende un peu glauque du cadavre. Et un jour, il y en a qui ont réussi. Ouais. Il y en a qui ont réussi, ils sont revenus, ils sont remontés avec le casque, en fait, du bonhomme, pour prouver qu'il avait trouvé. Et on a enfin trouvé le corps du bonhomme. Et lui, on a pu l'identifier. Bon, on sait de quoi il est mort, hein. Il est simplement mort parce que, d'inanition, pas d'eau, pas de nourriture, pas de lumière, rien. C'est terrible. À un moment donné, c'est une histoire terrible. À un moment donné, il s'est couché et il a attendu que ça vienne, quoi. Parce que ça peut être long. Ah, c'est des jours. C'est plusieurs jours. Ouais. Écoute, puis vite, la fourchette, c'est un jeune. La fourchette, c'est un jeune qui aime faire des paris, c'est un jeune qui aime la vie. C'est vraiment une histoire triste, mais triste. Est-ce que je peux te citer? Parce que tu m'as appris un mot. Guindailleur. Guindailleur. Ça, c'est guindaille. Oui. Fait que c'est quelqu'un qui aime un forain un peu, c'est un fêtard. Un fêtard, OK. J'ai appris qu'ici, vous disiez fêtard. Un fêtard, ouais. Et le guindailleur, c'est un fêtard. Et la guindaille, c'est faire la fête. Oui. Faire la guindaille, c'est faire la fête. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un vrai guindailleur. Donc, je me détruisais dans les cafés. Ouais, ça se sert pour la petite bière matinale. Ouais, la petite bière matinale, j'aime bien. C'est quand j'étais étudiant. J'aimais bien ça. Toutes les guindailles étudiants, j'adorais. J'ai fait mon baptême. J'aimais bien tous ces machins-là. La prêtrise, ça aurait pas été une bonne avenue, finalement. Non, finalement, non. Ça a pas bien marché. C'est pas compatible avec la guindaille. Ben non. Non, objectivement, non. Non, il faut être à 7. Mais ça, je suis pas. Donc, le bonhomme, il me ressemble beaucoup, en fait. À cette époque-là. J'étais un gars d'ailleurs aussi. Et il a fait la bêtise. Et c'est une des raisons pour lesquelles je raconte cette histoire. C'est pour que plus personne ne fasse jamais cette connerie-là. Il avalait des objets tant qu'on lui offrait une bière. Et c'était un peu sa carte de visite, quoi. Et un jour, il avalait des pièces de monnaie. Bon, c'est pas bon, mais... ce jour-là, il avait avalé un morceau de couteau de friterie, tu vois, c'est des couteaux en plastique. Et puis, il avait avalé aussi un morceau de fourchette en plastique. Et malheureusement, la fourchette, elle est restée calée dans l'œsophage. Elle a traversé progressivement l'œsophage et a touché l'aorte. L'aorte est juste à côté de l'œsophage, là. Et le sang a coulé depuis l'aorte jusque dans l'œsophage, donc dans l'estomac. Et il est mort en vomissant tout son sang. C'est un truc à ne jamais faire. On n'avale pas des objets qui ne sont pas destinés à l'être. Jamais. Je sais même pas s'il faut faire de la prévention là-dessus. C'est un peu comme du gros bon sens. C'est du gros bon sens, mais il y a de temps en temps des gens qui n'adhèrent pas au gros bon sens. Donc, note à vous-même, les guindailleurs. Faites gaffe à ce que vous avalez. Oui, n'avalez pas de fourchette. Ce qui est fascinant aussi, Philippe, c'est le rapport à la vermine, les rats, les chiens, envers les cadavres, les insectes surtout. Tu dis en entrevue que les mouches sont un excellent indicateur du moment du décès. C'est fou quand même. C'est un vétérinaire français, il s'appelait Ménia, en 1851, ça fait un bail, hein, qui avait trouvé cette technique. Il n'a pas
bien exploité encore, mais au moins il avait réfléchi à ça et il a inventé le concept. C'est génial. Et puis ce concept a disparu. Tu sais, la France, elle a été agitée de plein de guerres. Hein. 1870 avec la Prusse, et puis 14-18, puis 40-45. On a complètement perdu tout ça. Et un petit Belge qui est né dans les années 30, qui aime les mouches. Chacun aime ce qu'il veut. Hein. Moi, c'est pas les mouches, mais lui, bien. Et il adorait ça. Il a même découvert 5 espèces de mouches que personne ne connaissait. Il leur a donné son nom, le nom de ses enfants, etc. Il avait une collection à sa mort de plus de 2 millions d'espèces de mouches différentes. Tellement il était, investi dans la matière. Alors ce monsieur, il s'appelle Marcel Leclerc, a remis au jour cette découverte de Ménien, s'en est servi et a fait pas mal d'enquêtes pour nous en Belgique. Et puis il s'est rendu compte plutôt que les autres pays ne connaissaient pas la matière. Donc il l'a enseigné en France, à l'IRCGN, il l'a enseigné en Amérique, au FBI, et à partir de là, l'entomologie a commencé à être connue dans le monde. C'est parti d'un petit Belge, et ça fait toujours plaisir de pouvoir le dire, qu'un Belge a retrouvé cette technique et l'a élaborée. Ben, je fais du coq à l'âne, mais c'est bon pour la Belgique, ce succès-là, parce que c'est beaucoup des talents belges qui sont mis de l'avant, des réussites belges. On parle aussi de l'histoire, comme on parlait de la guillotine tantôt, tout ça. Donc, c'est une petite leçon d'histoire belge aussi, à travers l'examen de cadavre. La Wallonie reconnaissante, hein, ils vont me décerner l'ordre du mérite wallon. Bon. Parce que je fais connaître un peu la Wallonie, et Liège, surtout, j'adore Liège. Hein, en dehors de... Comme vous adorez le Québec, et je comprends que vous l'adoriez, c'est beau. Oui. C'est vraiment beau, j'adore. Des dizaines de milliers de mouches sortent par la fenêtre lorsque tu vas sur place. Il y a un cadavre qui est en putréfaction. Tu ouvres la fenêtre et des dizaines de... Donc, des fois, c'est un peu... Ça peut être... J'étais chez des tox, tu vois. Et les toxicomanes, ils pensent pas nécessairement au lendemain. Ils pensent au jour même et ils vivent vraiment la recherche de leur cam, quoi. Les pauvres, c'est vraiment... C'est une catastrophe, la toxicomanie. Je plains de tout mon cœur. Et il y a un de leurs copains qui se pend. Il a marre de la vie, il se pend. Il le découvre. Et plutôt que d'avoir des problèmes avec la police, parce que c'est un milieu où la police intervient régulièrement, il le jette, il le tape dans la pièce du fond de l'appartement. C'est un appartement avec des pièces en série. Donc, tu passes d'une pièce à l'autre. Il n'y a pas de couloir. Tu passes d'une chambre, puis d'une chambre, puis d'une chambre. Il le met dans la dernière chambre. Il met des couvertures dessus en se disant, on est peinard. On est peinard, sauf que c'est en plein été, tout mois d'août. Pour une fois, il fait chaud en Belgique. Et ça commence à puer, mais très, très vite, quoi. Un cadavre en putréfaction, ça pue vraiment la mort. Et ils ont évacué l'appartement, ils ont tout laissé en plan. Les voisins ont été incommodés par l'odeur, ils ont prévenu la police est arrivée. Rien que l'odeur, ils se sont dit, c'est pour Boxo, hein, effectivement. Et puis ils m'ont appelé. Oui, ok, il y en a un quelque part. Ils ont cherché un petit peu avec moi, on a trouvé l'étage. Et puis on a appelé les magistrats. Tout le monde est resté dans l'escalier qui menait à cet appartement du dernier étage. Il y a personne qui osait rentrer dans l'appartement. Et moi, j'ai dû y aller avec le gars du labo. On était tous les deux avec nos combis, là. On rentre dans l'appart. Et à l'odeur et au bruit, parce qu'il y avait un bruit assourdissant, c'était les mouches. On savait pas où il fallait aller, c'était à droite. Première pièce, il y a quelques mouches et des cadavres de mouches par terre. Tu te dis, ah, ça va être quelque chose. Deuxième pièce, on est juste avant la dernière pièce, là où se trouve le corps. T'as déjà plein de mouches. Là, j'ai compris, je dis à mon copain, tu fermes ta bouche, tu bouges ton nez avec tes doigts, et si t'as encore des doigts pour les mettre dans les oreilles, mets-les, parce que les mouches, elles adorent aller dans les trous. Dès qu'elles voient un trou, elles rentrent dedans. Donc, surtout s'il est humide. Donc là, objectivement, tu fais comme tu peux, parce qu'elles vont essayer de rentrer dans ton nez. J'entre, j'avais vu que la fenêtre était à gauche, je vais vers la fenêtre, je marche sur quelque chose qui craque et qui glisse. En fait, c'est le liquide de putréfaction du cadavre, c'est de la graisse, hein, qui s'est liquéfiée, qui s'est répandue par terre. Ça glisse, faut faire gaffe. Là, tu dérapes, tu te couches par terre, t'es pas bien, parce que c'est gluant, c'est dégueulasse. Et t'as les mouches qui sont mortes et qui sont dedans. Donc, ce que je sens qui craque, c'est les cadavres de mouches sur lesquels je marche. Je vais vers la fenêtre, elle est pas loin. Je me dis, tiens, il y a des rideaux. Je cherche les rideaux, je les trouve pas. C'est pas des rideaux, c'est les mouches qui sont collées sur les vitres. Je trouve la poignée de la fenêtre, j'ouvre, et je reste bien dans l'axe. Je me retourne pas, parce que je sais qu'en ouvrant la fenêtre, les mouches qui sont là, elles sont très nombreuses. Elles me touchent de partout, quoi. Je sais qu'elles vont sortir, et en sortant, en se ruant comme elles le peuvent, je vais m'en prendre plein la figure, quoi. Je préfère que ce soit le coup qu'ils prennent. Ouf, les mouches sont sorties, un essaim de mouches qui est sorti. Je me retourne, et le corps était là, en dessous de 5-6 épaisseurs de couverture. Je les ai retirés une à une. Et il était, je le montre dans une de mes conférences, il était à l'état quasiment de squelette, en 8 jours. Dévoré. En 8 jours. Complètement bouffé. Pas par les mouches, mais par les larves. Les mouches pondent des œufs.
les œufs se transforment en larves et ce sont les larves qui bouffent le cadavre. Donc, c'est un indicateur. Pour toi, tu es capable de voir. C'est un très bon indicateur, c'est génial. Et Marcel Leclerc était encore vivant à l'époque, l'homme des mouches, Monsieur Mouche, comme je l'appelais. Ouais. Eh bien, Monsieur Mouche nous a dit, il est mort depuis 8 jours. C'était juste incroyable. Si c'est pas Marcel qui me l'avait dit, moi, j'aurais jamais cru. Les mouches aiment les trous, ils se réfugient dans les trous, mais il y a aussi des rats qui aiment sortir par les trous. Je pense qu'il y a une de tes histoires. Les rats, ils aiment bien creuser. Et quand ils tombent face à un cadavre, ils le bouffent. Mais ce que j'ai eu souvent, c'est ils creusent ici autour du cou, de la face antérieure du cou. Ils rentrent dans le thorax, ils font leur caverne, là, ils vont chercher à bouffer. Et puis parfois, ils en sortent, parfois pas. Et quand j'arrive sur place pour examiner un cadavre, je vois qu'il y a un rat qui sort du cou. Un petit rat, hein, c'était pas un grand, c'est pas des rats des villes, hein, c'était des petits machins. Et puis bon, je manipule le corps et il faut l'autopsier. On arrive avec le corps en salle d'autopsie. Je me dis ça va, il y a plus de rats, ils sont tous partis quoi, ils ont le temps. Donc quand j'ouvre le thorax, je fais quand même gaffe où je mets mes doigts. Quand j'ouvre le thorax, au moment où je retire le morceau du thorax qui permet d'accéder aux poumons et au cœur, il y a un rat qui sort. Waf, il court à la salle d'autopsie. Tous les gens qui étaient là sont mis à gueuler parce qu'ils ont une bête qui passait. On l'a jamais retrouvé. Je sais pas où il est allé. Donc il est encore quelque part. Non. Les portes étaient ouvertes, donc à mon avis, il est parti. Il s'est barré. Il faut quand même être désensibilisé. Je sais que pour moi je verrais ça serait ma mort instantanée. Donc comment on fait pour séparer? Bon, ça c'est le travail, puis on laisse ça au travail, on s'en va chez. Et c'est des gens que je connais pas. Donc je peux les déshumaniser. Ça veut dire que je les considère plus comme des êtres humains, mais comme des outils de travail, un objet de travail. Et un être humain, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui t'a de l'amitié. C'est différent. Un mort, c'est un mort. Et tant que tu l'as pas connu, t'as pas d'amitié. T'as pas d'amitié, t'es neutre. Si t'es neutre, tu peux travailler. J'imagine que c'est réconfortant de se dire ça, mais il doit y avoir des situations où c'est contre nature des enfants, même l'odeur, j'imagine qu'on s'en remet jamais vraiment de... L'odeur, tu l'as dans le nez à vie. Ouais. Tu la sens une fois, tu te tromperas plus jamais. Et c'est pas la même odeur que le cadavre d'un animal, par exemple. Non. L'odeur de putréfaction humaine est spécifique. Et puis, il faut surtout pas s'occuper des gens qu'on connaît. Les enfants, j'aime pas. J'aime pas parce que eux, c'est pas normal qu'ils meurent. Un enfant qui meurt, c'est pas normal. Il a encore toute sa vie à faire. Un adulte qui meurt, il a fait sa vie, ça va. Enfin, ça va. Il aurait pu mourir plus tard, hein, mais tant pis, il a quand même fait sa vie. Tandis qu'un enfant, il n'a pas fait sa vie. Il n'a rien connu que la mort. Ça, c'est terrible. Et la plupart du temps, avec les enfants, ils meurent pas. C'est pas souvent accidentel, quoi. C'est souvent des meurtres. Et des meurtres de gens qui sont des pédophiles, qui ont chipoté avec eux. Donc, on sait qu'ils ont vécu les pires heures de leur vie avant de mourir. C'est encore plus grave, quoi. Oui, surtout que toi-même, t'as des enfants. Ah ouais, bien sûr. Et tu peux pas t'empêcher de projeter. Alors, mes enfants, maintenant, ils sont grands, ça va. Mais quand j'étais aux époques où mes enfants avaient le même âge que ceux que j'avais sur ma table d'autopsie, c'est des moments difficiles. Il me reste 2 petites questions. Genre, je pourrais faire des heures et des heures, mais bon, faut se limiter. Les techniques d'enquête ont connu un point tournant avec l'ADN. Est-ce que le crime parfait va exister ou est en voie d'extinction ou va finir par plus jamais exister? Le crime parfait existe, il suffit de pas envoyer de légiste. C'est ça, c'est toi qui... Il n'y a pas que moi, il y a aussi les policiers. Tout ça, c'est un ensemble. On travaille ensemble. Donc la police relève des éléments qui sont d'ordre policier, je relève des éléments qui sont d'ordre médico-légal, et puis on combine tout ça, c'est ça qui fait l'enquête. Et puis l'enquête continue après, parce que la médecine légale, à un moment donné, on a dit tout ce qu'on avait à dire, et l'enquête, elle continue. Et puis de temps en temps, on participe encore à l'enquête pour donner un renseignement, ou voilà, il y a des trucs importants à faire. Mais c'est hyper important, dans un dossier, d'envoyer et la police et le médecin légiste. À 2, on a alors la possibilité de découvrir un meurtre qui sinon passerait inaperçu. En Belgique, c'est le problème qu'on a, c'est qu'on n'autopsie pas assez. On n'autopsie pas assez. Résultat, on sait qu'on passe à côté de meurtres. Parce qu'on n'envoie pas la médecine légale. Une dernière question s'impose d'elle-même. Philippe Boxeau, est-ce que toi-même, tu as peur de la mort, de te retrouver au bon soin d'un confrère, d'une confrère? Non, ça sert à rien d'avoir peur de la mort, ça va arriver. C'est la seule chose dont on soit sûr dans la vie. C'est qu'on va mourir. Un jour. Alors, comme disait un de mes amis, j'espère mourir jeune le plus tard possible. Tu vois? C'est antinomique, mais j'ai bien aimé, c'est un chirurgien qui m'a dit ça. J'ai bien aimé cette expression. Jeune le plus tard possible. C'est-à-dire en bonne santé, quoi. Pas trop malade. Les maladies, il y a vraiment des saloperies dans les maladies. C'est parfois triste. Et puis,
Aussi, il y a des morts dont j'ai pas envie. Mais avoir peur de la mort, ça sert à rien, parce qu'elle va arriver. Avoir peur de la façon de mourir, ça je comprends. Mais à bien y penser, c'est aux antipodes de la prêtrise où on est très spirituel dans la vie. Alors là, après avoir fait une carrière très concrète, ouais, c'est ça. Hyper rationnel. Ouais. En médecine, on t'apprend à être rationnel. Puisque la médecine, c'est un art, certes, mais c'est un art qui est basé sur une réflexion, sur une raison, sur un raisonnement. Et donc, je suis devenu, c'est les études qui m'ont fait comme ça, je suis devenu quelqu'un d'hyper rationnel, alors que j'étais peut-être plus spirituel avant. Merci de ta visite, Philippe Boxeau. C'est vraiment intéressant. Bonne tournée au Québec. Merci Je pense beaucoup, que tu rencontres Hugo. des gens jeudi dans un Renaud-Bré. Tu vas rencontrer le lectorat, d'autres livres en vue. Donc, j'espère que tu vas continuer à faire parler aux morts, les morts quelques années encore. Merci. Merci beaucoup.